85, 84-85, vous allez créer votre propre établissement, les établissements Balas. Lors des événements douloureux de 89, vous dites qu'ils ont été pillés sous le regard de l'État. Vous dites également que vous avez auto-déporté vers le Sénégal de 89 à 93. Parce que c'est en 93 que vous allez regagner votre pays avec l'intervention du député de Bogué, Babokar Baba, avec la bénédiction également du général Moulay Boukhres. Depuis lors, vous avez engagé un combat politique sans merci pour reconquérir vos droits, vos biens. Et vous avez également, simultanément, engagé un combat politique. Vous avez d'abord fait une petite escale à la GDM-R, c'est ça? Et vous avez joué, selon vous, le rôle de pompier. Après, vous l'avez quitté après avoir rencontré un de vos anciens disciples que vous avez enseigné à l'école annexe, qui fut député de Ouadane et qui a joué le rôle de courroie de transmission entre vous et le président de la République, Mohamed Abdelaziz. Vous n'avez pas hésité, selon vous toujours, à soutenir le président Mohamed Abdelaziz de façon vaillante, donc vaillamment, en 2008 et en 2009. Vous avez créé en 2009 votre propre parti, le Parti mauritanien du concret, Arc-en-Ciel. Et vous avez choisi pour symboliser le concret les couleurs du ciel. Alors pourquoi vous n'avez pas cherché un symbole plus près de nous, sur Terre? Merci bien, mon cher ami. Je constate avec plaisir que vous avez suivi une bonne partie de ma vie, de mon parcours. Parce que cet itinéraire que vous avez étalé est presque exact à 98%. Le rectificatif que j'apporterai, c'est que quand je me suis auto-déporté, ce n'était pas pour aller au Sénégal. Je me suis auto-déporté en revenant de la Mecque. Je me suis auto-déporté à partir de Bamako au Mali. Comment pourrais-je aller au Sénégal, qui était un pays en conflit avec le mien, la Mauritanie? J'ai refusé volontairement d'aller au Sénégal pour cette raison principale, parce que le Sénégal était en conflit avec mon pays, la Mauritanie. Et du Mali, j'ai pérégriné pour faire la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Congo-Brazzaville, le Zaïre et même le Kenya, jusqu'à Mombasa. Ça, c'était nécessaire à préciser. Et effectivement aussi, quand j'ai décidé de revenir en Mauritanie en 1992, c'est surtout grâce à feu Babokar Baba qui m'a trouvé à Dakar, parce que j'étais revenu voir ma famille quand même, qui était déjà déportée de Selibabi. Il fallait bien que je vienne voir ma pauvre maman. Et puis le calme avait commencé, les relations s'amélioraient. Ce n'était plus un péché pour moi d'aller au Sénégal. Donc j'ai été voir ma famille, mon épouse qui était déportée de Selibabi, ma maman, mes enfants. Et c'est Babokar Baba qui m'a proposé de revenir. Je lui ai dit, mon cher ami, tu veux qu'on me coupe la tête dès que je descende de l'avion? Il me dit non. Je te garantis que tu ne descendras, ta tête ne sera pas coupée. Et d'ailleurs, ton passeport qui est périmé, je le ferai proroger par le colonel. En ce temps, c'était un colonel, le colonel Boukhres, à qui j'adresse aujourd'hui mes remerciements, parce qu'il a été en grande partie le responsable de mon retour en Mauritanie. N'eût été ce passeport qui a été prorogé, quelle que soit ma témérité, je n'allais pas avoir la folie de revenir en Mauritanie, parce que je craignais qu'on ne me coupe la tête. Voilà les deux petits rectificatifs que je voulais faire, et je vous dis félicitations, vous avez bel et bien suivi mon itinéraire, mon cher ami. Les félicitations sont acceptées, Monsieur le Président, mais j'aimerais vous dire une chose.
Les psychanalystes disent que quand une personne parle d'une chose, elle extériorise ce qui est dans son fort intérieur. L'être, c'est une image, pardon, le paraître, c'est une image de l'être. Alors, quand vous parlez du concret, ça veut dire que dans votre fort intérieur, vous ressentez que peut-être dans ce pays, on parle plus qu'on agisse. Oui. Je veux que vous m'explicitez davantage ce concept. Tout à fait. Le choix du mot de l'appellation Parti mauritanien du concret, arc-en-ciel, chaque mot pèse de tout son poids. D'abord concret, Parti mauritanien du concret. Parce que j'écoute la population mauritanienne qui était lassée d'écouter les politiciens, qui racontaient les mêmes choses, comme des disques rayés. Leur discours était devenu comme des disques rayés, des CD que tous les politiciens posaient. La population voulait un changement. Et le changement devait se faire comment? Par des actions concrètes. Ils voulaient maintenant que les politiciens parlent par des actions concrètes. Que les partis politiques parlent par des actions concrètes. Quelque part, ils ont raison. Parce que le beau discours aujourd'hui, il est très facile. Il suffit d'interroger M. Google. Vous le connaissez, M. Google. M. Google, de l'Internet, il vous fait n'importe quel beau discours que vous voulez. Donc, les populations mauritaniennes ont bel et bien eu raison de maintenant passer à une autre étape, à l'étape du concret. Donc, prenons nos gants et allons-y. Merci, avec plaisir. Comme concret, quelles sont les 7 priorités que vous jugez pressantes pour notre pays? La priorité principale, et elle suffirait à elle seule, c'est que notre pays, nous sommes d'abord un pays composé de noirs et de blancs. Donc il y a une diversité. Cette diversité, elle n'est ni voulue par les uns, ni voulue par les autres. Cette diversité est une volonté d'Allah. Elle a été dictée par notre Créateur. C'est lui qui a voulu que les Mauritaniens soient blancs et noirs. Et ça, c'est une exception qu'il a accordée à notre pays. Pourquoi il ne l'a pas fait au Sénégal? Pourquoi il n'a pas accordé cette chance au Mali? Pourquoi il ne l'a pas accordé au Mali, en Algérie, où on ne trouve qu'une race? Mais nous, il nous a mis à la frontière entre ces deux mondes. Et comme chacun d'entre nous est riche de qualité, est riche de ressources, en ajoutant toutes ces qualités, toutes ces ressources, on va faire un pays exceptionnel, un peuple exceptionnel. Parce que notre diversité est complémentaire. Malheureusement, nos responsables depuis 1960 jusqu'à présent, c'est comme s'ils n'ont rien compris de tout cela. Ils ont cherché à saborder cette diversité. Parce qu'ils ont créé l'injustice en Mauritanie. Parce qu'ils ont créé l'animosité entre les Mauritaniens. Alors que ceux-ci devaient vivre en symbiose, en frères, de même père et de même mère. C'est pourquoi nous avons pensé à l'arc-en-cielisme. Quelle image trouvez-vous plus belle que celle-là pour des Mauritaniens? Quel autre parti politique en Mauritanie vous présenterait cette image-là? Ah, il y en a quelques-uns quand même. Mais là, c'est une image réelle. Regardez les visages des gens. Ce n'est pas façonné. C'est quelque chose de réel. C'est quelque chose de sincère. C'est quelque chose de naturel. Regardez bien les images de Dr Brahim. Regardez les images des autres, les fronts. Vous parliez de psychanalyste. Moi, je ne suis pas un psychanalyste, mais je suis un psychologue. Et je lis sur les fronts. En enseignant étant psychologue, je lis sur les fronts. En lisant sur ces fronts, on sent que c'est des gens qui n'ont pas été forcés à venir sur ce plateau, qui sont contents de cela, qui sont sincères. C'est ça l'avenir de la Mauritanie. C'est ça la chance de la Mauritanie. Et dites-moi, monsieur Balas, monsieur le président. Oui. Qu'est-ce que vous proposez d'attirant pour les Mauritaniens? Qu'est-ce qui va faire qu'un vieux nomade du fond du désert mauritanien va aller voter pour le président Balas, pour le PMC? Ce qui va pousser... Qu'est-ce qui va le motiver? Quel est ce chimiotactisme qui
qui va le pousser à sortir de l'abstention, de la négligence, pour voter pour vous? Le paysan nomade du fin fond du désert, Oui. le chamelier du fin fond du désert, comme le cultivateur de la vallée, sont inquiets de ce qui se passe en Mauritanie, du comportement des En dirigeants. quoi ils sont inquiets? Ils sont inquiets parce que l'avenir est sombre. Ils voient que les Mauritaniens ne peuvent pas exploiter jusqu'à présent leur meilleure richesse, la meilleure richesse. Quelle est la meilleure richesse? C'est la paix dans un pays. Du fin fond du désert ou du fin fond de la vallée, ils voient, ça saute aux yeux, que la cohabitation, la cohésion sociale n'est pas harmonieuse. Ils sont inquiets. Et qu'est-ce que vous proposez pour, Exactement harmoniser? ce que je propose. Oui. Et qui a attiré mes camarades qui sont là, c'est que j'ai proposé le discours de la vérité. Quand des gens vivent ensemble, il faut qu'ils vivent ensemble dans l'égalité. Il faut qu'ils vivent ensemble dans la justice. Il faut qu'ils vivent ensemble dans la sincérité, dans la fraternité. Imaginez-vous, même vous, père de famille, si vous avez 2 ou 3 enfants, si vous ne les logez pas à la même enseigne, si vous préférez un plus que les 2 autres, vous avez de fortes chances de voir les 2 autres comploter contre celui que vous adorez, celui que vous préférez. C'est ce qui se passe en Mauritanie. Il faut qu'il y ait cette justice sociale. Ça tranche avec ce que dit la majorité. Qu'est-ce qu'elle dit, la majorité? Ce qu'elle dit n'engage qu'elle, mais moi... Vous n'êtes pas membre de la majorité? Pas du tout, exactement. Voilà d'ailleurs ce qui m'a coûté cher politiquement. Compte tenu de mes relations spéciales ou bien de mes relations suivies avec le président, les gens tout de suite sont arrivés à la conclusion que je suis de la majorité. Je suis très loin d'être de la majorité présidentielle. Je suis du centre. Ah, le centre. Je suis du centre. Parce que j'ai toujours compris, j'ai toujours dit que la majorité présidentielle et l'opposition radicale sont bonnet blanc, blanc bonnet. Ils sont kiff-kiff. Ils sont kiff-kiff. Mais pour dénoncer ce dualisme, il faut que vous soyez... Alors c'est pourquoi à la je même me distance suis... de deux, je suis équidistant. Je suis au centre. Comment est-ce que je suis au centre? Si la majorité, si le pouvoir réalise une action louable, positive, constructive, unificatrice, je me lève, je l'applaudis, je la félicite. Et notre population, malheureusement, dès qu'on applaudit le pouvoir, dès qu'on félicite le pouvoir, on dit, on vous taxe d'être un applaudisseur, on vous taxe d'être un sous-fifre même du pouvoir. On vous taxe d'être... Les mauvaises langues avaient dit... Les mauvaises langues. On va en arriver. Un peu de... On va en arriver. Ça me fait plaisir. Un peu d'argent, un peu oui. de facilité, disons. Voilà. C'est l'occasion, quand vous parlez d'argent, et c'est l'occasion pour moi aujourd'hui solennelle de dire à toute la population mauritanienne qui m'a collé cette étiquette que le pouvoir, pas le pouvoir, que le président Mohamed Ould Abdelaziz m'a donné 100 millions, m'a donné 75 millions, m'a donné une voiture toute neuve. Je leur dis aujourd'hui officiellement que tout ça c'est mensonger. Le président Mohamed Ould Abdelaziz peut bien le leur confirmer. Je n'ai jamais eu cet argent, je n'ai jamais eu ces boniments du président de la République. Si je me suis approché du président de la République, c'est parce que d'abord, moi je suis un fanatique, un fervent croyant. Le président Mohamed Ould Abdelaziz ne s'est pas porté au fauteuil du président par lui-même. C'est la volonté d'Allah. C'est Dieu qui a voulu faire de lui le président de la République. C'est Dieu qui a voulu faire de lui le président de la République. Donc alors, moi je crois à la volonté d'Allah. Vous êtes même un grand croyant, monsieur le président, si vous le permettez, parce que votre bureau exécutif vous a quitté, vous le savez très bien, et vous rentrez dans la bataille, en général, sans officier, sans pratiquement homme de troupe. Qu'est-ce qui vous dit? Voilà encore une autre rumeur. Qu'est-ce que vous dit que mon bureau exécutif... Trop courageux. Si mon bureau exécutif, comme ils ont prétendu dire que le bureau exécutif a été décapité, je ne serai pas là aujourd'hui avec ces cadres du parti.
Et je tiens à vous dire, est-ce que le départ de 2 cadres du bureau exécutif, 2 seulement. 2, il n'y a que 2 cadres du bureau exécutif, 2 cadres, le responsable, je vais donner des précisions, le responsable de la communication, qui ont des fonctions précises dans le bureau exécutif, c'est le responsable de la communication et le 2e vice-président chargé des relations avec la communauté Bidane. Voilà les 2 cadres qui ont quitté. Comité Bidane, pourquoi on ne laisse pas cette comité Bidane, cette comité... Parce que pour mon arc-en-ciélisme... On dit des citoyens... Non, pour mon arc-en-ciélisme... Moi, je crois à il fallait, pour mon arc-en-ciélisme, il fallait que chaque citoyen mauritanien, de quelque communauté qu'il soit, se retrouve dans la direction du PMC Arc-en-Ciel. C'est ainsi... Ça ne suffit pas de dire citoyen... Non, ça va porter à confusion. Citoyen du Sud, ça ne va pas. Non, bon. C'est séparatiste. C'est séparatiste. Dire citoyen du Sud, citoyen du Nord, je ne veux pas qu'on pense au Soudan du Sud et au Soudan du Nord. Très bien. Je ne veux pas qu'on pense à ceci. Donc alors je vous disais, il n'y a que 2 cadres pour lesquels j'ai beaucoup d'amitié, beaucoup d'estime, beaucoup de respect. Beaucoup d'amitié, mais il est arrivé que... Pourquoi ils vous ont quitté? Mais c'est à vous de leur demander. C'est à vous de que... leur demander. Ils ont dit des choses qui sont irréelles. Et heureusement que ma foi est là, parce que vous êtes au courant, tous les Mauritaniens savent, des gens ont été conduits en prison pour avoir dit moins que cela. Il y a des gens qui ont été conduits en prison pour avoir dit moins que cela. J'aurais pu faire la même chose, mais je me suis dit que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est des jeunes, et ma foi m'incite à pardonner. À tout celui qui me fait du mal à pardonner. Sinon, le dossier était prêt à tomber entre les mains du procureur qui n'allait pas hésiter à les envoyer en prison comme d'autres l'ont subi. Parfaitement. Alors, pour ce qui est de l'unité nationale, j'aimerais bien entendre de vive voix, yeux dans les yeux, vos propositions. L'unité nationale mauritanienne, c'est impératif et c'est obligatoire. C'est la meilleure richesse mauritanienne. Impératif et obligatoire. Impératif et obligatoire. Nous avons tardé d'ailleurs. Ce n'est pas un pléonasme? Non, 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 mon cher ami. Je pèse mes mots. Nous avons tardé à le faire parce que nous savons aujourd'hui que la meilleure richesse, ce n'est pas le pétrole. Si c'était le pétrole, le Venezuela n'allait pas avoir des rayons de supermarché vides. Si c'était l'or, si c'était le diamant, si c'était le gaz, l'Irak, la Syrie ne seraient pas en déliquescence aujourd'hui, etc. Je peux continuer à citer. La meilleure richesse d'un pays, c'est la paix. La paix, c'est quoi? C'est la cohésion sociale. C'est l'entente entre toutes les composantes d'un peuple, d'une population, d'un État. Et ici, il faut cette paix. Et c'est très facile, c'est la justice. Et c'est plus encore facile quand on se réclame une république islamique. Il est beaucoup plus facile pour nous, Mauritaniens, d'être un État juste, une population à l'aise, il n'y a aucune différence que n'importe quel autre pays au monde. Très bien. J'aimerais recueillir votre sentiment sur une citation d'un leader chiite irakien, donc il appartient au clan qui a gagné la guerre. Une journaliste lui a tendu le micro, lui a dit « Vous avez gagné la guerre ». Il lui a dit « Non, madame. Dans une guerre, il n'y a pas de gagnants, il n'y a que des perdants. Tout à fait. Il y a de bons et de mauvais perdants. Je suis un bon perdant. » Tout à fait. Tout à fait. C'est très juste. juste. Recueillir votre sentiment, c'est tout. Mon sentiment là-dessus, c'est que... Parce que les Mauritaniens vous écoutent ce soir. Mon sentiment là-dessus, c'est que la guerre, c'est une solution négative. Et cette guerre, on finit toujours... Vous dites une solution? Une solution négative de la passion. Quand la passion envahit les êtres humains, ou autrement dit, quand Shaitan et Iblis nous pénètrent, on ne se contrôle plus, on va vers la violence. La guerre, c'est la violence. Mais généralement, quelle que soit la guerre, on finit par revenir autour d'une table pour discuter. Moi, je me suis dit, autant commencer alors par la discussion. Et donc, d'un revers de main, je balance la guerre. J'exclus la guerre de toutes les solutions. Il faut commencer par là. Et quand on commence autour d'une table, on va économiser ce sang qu'on a perdu. On va économiser ces vies humaines. On va économiser ces immeubles détruits, ces infrastructures, ces ponts, ces routes bitumées qui coûtent très cher. On va économiser tout cela. Mais vous ne m'avez toujours pas dit ce que vous proposez.
ce que propose le parti Arc-en-Ciel pour renforcer l'unité nationale? Renforcer l'unité nationale, c'est la justice sociale entre tous les Mauritaniens. Une égalité en droit et en devoir de tous les Mauritaniens. Comment? Égalité en droit et en devoir, c'est-à-dire d'abord qu'on commence par les Mauritaniens qui viennent de naître, qu'on leur accorde la même chance. La même chance de naître, la même chance de fréquenter l'école, la même chance de réussir l'école primaire, le secondaire, l'universitaire, et après cela, la même chance de travailler. De mettre ses connaissances à la disposition de son État, de son pays, de son peuple. Ça, c'est un. Deuxièmement, le pays regorge de richesses. Vous le savez très bien, ces richesses en Mauritanie, comment sont-elles partagées? Il y a une partie de la Mauritanie, des Mauritaniens, qui profitent aisément de ces richesses, alors que d'autres triment. Lesquels vous pouvez décrire cette partie qui profite? Ça crève les yeux. Mais il faut donner sillonner. Oui, des caractéristiques à peu près. Sillonner. Écoutez, je suis un réconciliateur. Oui. Je suis un réconciliateur. C'est parce que vous êtes percutant que j'ai même accepté de descendre sur ce terrain. Mais je ne voudrais pas mettre encore le couteau dans la plaie et tourner. Ça fera mal. Et quand vous avez dit qu'il ne faut pas donner une majorité mécanique oui. à l'IPR, ça veut dire... Pas à l'IPR. À la majorité, il ne faut pas qu'il y ait à l'Assemblée nationale une majorité automatique, comme ça a toujours été le cas depuis le début, depuis la création de cette Assemblée nationale. Ça veut bien que vous visez le parti qui non, ce n'est pas seulement l'UPR. La majorité présidentielle, elle est composée de 70 partis. Il est vrai qu'il y a, je vais faire sourire un peu les téléspectateurs, l'UPR et les partillons, les partis satellites, je veux dire. Hein, je vais faire sourire quand même un peu pour détendre un peu l'atmosphère. Il y a l'UPR et 69 partillons qui sont autour de lui. Donc la majorité présidentielle est composée de 70 partis. Pourquoi elle est dangereuse, une majorité mécanique? La majorité mécanique est dangereuse parce qu'on dicte à cette majorité ce qu'il faut faire et les yeux fermés, elle s'exécute. Alors, l'Assemblée sera une caisse de résonance. L'Assemblée sera une caisse d'enregistrement. Ce n'est pas des députés qui sont là en train de discuter, de décortiquer, de chercher les véritables problèmes pour trouver les véritables solutions du pays. Très bien. Ils sont là sous la férule de leurs dirigeants qui dictent et ils s'exécutent. Et les assemblées mauritaniennes ont été ainsi depuis le début. Cette fois-ci, avec l'arrivée de Arc-en-Ciel, Inch'Allah, PMC Arc-en-Ciel, on va susciter la naissance d'un tiers bloquant. Un tiers bloquant plus une voix. On va susciter la création, la naissance d'un tiers bloquant plus une voix à l'Assemblée nationale. Vous savez très bien. Et vous avez présenté combien de listes actuellement? J'en viendrai. Vous savez très bien que si les 2/3 de l'Assemblée nationale décident de changer la Constitution, pour une raison ou pour une autre, elle sera changée. Les 2/3. Le changement de la Constitution, c'est soit par référendum, soit par l'acceptation des 2/3 de l'Assemblée. Moi, je voudrais qu'il n'y ait plus ces 2/3 à l'Assemblée. Il y aura 2/3 moins une voix. Donc, le tiers qui restera, plus une voix, ça va être ce qu'au PMC Arc-en-Ciel, nous appelons le tiers bloquant. On va susciter la naissance, la création d'un tiers bloquant à l'Assemblée. Et pour réaliser cet objectif, vous avez présenté combien de listes? Bon, pour réaliser cet objectif, oui. Rien que sur la base de nos 3 listes nationales, la liste nationale des femmes, dirigée par Mme Diana Bajabira, permettez-moi quand même de citer son nom, la liste nationale mixte, dirigée par le président Alassane Hamadi Souamaba, la liste nationale de Nouakchott, dirigée de la circonscription électorale de Nouakchott, regroupant les 3 wilayas, dirigée par le docteur Brahim Tagri Mohamed Val, ici présent, ça fait 58 candidats. 58 candidats. Et sur le plan national, combien de listes? Sur le plan national, vous savez, le nombre de listes oui. Importe peu en Mauritanie parce qu'on a découvert que ce n'est plus de la politique qu'on fait, c'est du commerce politique qu'on fait. Des partis qu'on n'a jamais vus, qui n'ont jamais apparu, qui n'ont jamais fait aucune déclaration, qui n'ont jamais pris position. Mais à l'approche des élections,
ont rempli leur sac de liasses d'argent et à coup de 500 000 ouguiyas, dans n'importe quelle circonscription, ils parviennent à sortir des listes municipales et des listes législatives. Et le PMC Arc-en-Ciel n'est pas un parti qui est doté de ces sous-là, donc il ne pouvait pas aller présenter autant de listes que les gens qui avaient les sacs remplis d'argent. Vous considérez que l'argent est l'élément déterminant? Oui, déterminant de cette élection. Ce n'est pas une élection politique sincère. Vous savez ce qu'avait dit un vieux, j'ai entendu un vieux Mauritanien, oui. Un citoyen dire que quand on n'a pas l'argent, on ne peut pas faire la politique, oui. comme vous. Oui. Mais quand on a l'argent, on ne peut plus faire la politique parce que faut payer ses impôts. Exactement. C'est là encore une exception que les Mauritaniens nous reconnaissent. Oui. Sans argent, nous avons pu franchir ce chemin-là, Arc-en-Ciel. Sans moyens. Sans moyens, sans argent, nous avons pu franchir cette étape jusqu'à ce qu'aujourd'hui, Shingiti TV nous fait l'honneur d'être un des invités de sa chaîne, à une émission très suivie. Mais vous ne m'avez pas dit combien vous avez présenté des listes. Je vais en venir. Les listes qu'on a, indépendamment de nos 3 listes nationales, nous avons présenté une liste à Nouadhibou, une liste municipale à Nouadhibou. Oui. Nous avons présenté une liste municipale à Riyad. Nous avons présenté une liste départementale de députés à Sélibabi, à Ouliengé. Et nous avons également des députés nationaux de Mbagne, de Kaïdi, de Haïré Golere, Haïré Mbar, Sénébousobé, surtout du Taureau, de Donnaï. Donnaï qui est désormais synonyme à Arc-en-Ciel. Quand on parle de Donnaï, on se rappelle d'Arc-en-Ciel. Très bien. Alors dites-moi, Monsieur le Président, qu'il est le seul en deçà duquel, au soir du verdict, le président Balas dira qu'il a gagné et en deçà duquel, il dira qu'il a perdu. Le score, c'est un enseignant. C'est-à-dire, quel que soit le résultat que j'aurai, pour moi, je considère que ce sera une victoire. Pourquoi? Je vais vous le dire, je vais vous l'expliquer. Si réellement, le peuple mauritanien a compris mon discours, le discours du PMC Arc-en-Ciel, je suis certain que nous serons majoritaires à l'Assemblée nationale. Si le peuple mauritanien a compris mon discours, a compris le discours du PMC Arc-en-Ciel, a vu cette image qui le rassure, nous aurons la majorité à l'Assemblée nationale. Si on n'a même pas un député d'élu, cela veut dire que le peuple ne nous a pas compris. Nous sommes incompris. C'est-à-dire que nous sommes en avance par rapport à cette génération. Mais tôt ou tard, ils nous comprendront. Et alors, s'ils ne nous ont pas compris, nous nous résignerons. Nous nous résignerons. Ce n'est pas une fuite en avant. Non, pas du tout. C'est une vos responsabilités quand même. Non, j'assume ma responsabilité. Si le peuple comprend, il nous élit, nous en serons fiers. Oui. Et nous ne les décevrons pas, ils verront les résultats. Parce que même sans être élus, même dans la rue, nous leur avons apporté des résultats concrets. Je ne voudrais pas, ce serait une litanie de vous les citer ici. Ce serait comme si M. Balas est en train de se taper la poitrine pour se vanter. Mais je peux énumérer mon tableau de chasse, le tableau de chasse de Arc-en-Ciel, qu'aucun autre parti mauritanien ne peut faire. Même cet UPR dont vous parliez tout à l'heure. Très bien, nous sommes maintenant à... Et si maintenant je n'ai pas d'élu, oui, ça ne me choquera pas. Cela veut dire que j'ai été incompris. Je suis en avance par rapport à ma génération. Je vais prendre calmement ma retraite, aller me reposer, prendre mon chapelet, suivre ma mosquée. Ça, c'est déjà une victoire aussi. Et vous ne trouvez pas que c'est trop facile comme raisonnement? Parce que vous n'assumez pas la responsabilité de l'échec. Mais non, je ne peux pas assumer. Responsable, mais jamais coupable. Non, je dis que si le peuple ne vote pas pour moi, c'est que je suis incompris. Et si je suis incompris, je laisse autant. Avec le temps, ils comprendront. Peut-être même qu'ils comprendront quand je ne serai plus là. Pourquoi vous êtes incompris? Peut-être qu'il a compris, mais qu'il vous a compris, disons, ce qu'il a compris ne lui a pas valu de se déplacer. Je suis incompris parce qu'aujourd'hui, on leur a inculqué que pour comprendre un discours politique, il ne faut pas l'écouter avec les oreilles. Il ne faut pas l'écouter avec la tête. Il faut l'écouter, comme on dit en poulard, avec la gorge. Il faut qu'on leur remette quelque chose. Il faut qu'on mette la main dans la poche. C'est en ce temps que
tout leur sens se réveille et qu'ils écoutent et qu'ils comprennent. Moi, je ne peux pas, parce que vous parliez, ah non, c'était dans votre bureau, je n'ai pas eu, si j'avais eu ces 100 millions de Mohamed Ould Abdelaziz, si j'avais eu ces 175 millions, j'aurais pu en prendre une dizaine, une vingtaine de millions que j'allais distribuer. En ce temps, je vous assure que j'allais présenter des listes dans toutes les communes de la Mauritanie. Très bien. Nous sommes maintenant... J'espère que ça, c'est un démenti cinglant pour toute la rumeur qui circule autour de cette question, pour leur dire maintenant, écoutez, reposez-vous, Balas n'a absolument rien obtenu du président Abdelaziz, n'a pas en tout cas obtenu ces 100 millions, ni ce véhicule-là que vous êtes en train de raconter. Donc attention au péché quand on affuble un musulman comme lui. Attention au péché. Les Mauritaniens vous écoutent, ils vous jugeront le jour du verdict. Merci. Quant à moi, je ne sais poser que des questions. Je ne sais même pas si je sais les poser correctement. En tout cas, je m'efforce autant que je puisse les faire. Je souhaiterais avoir votre appréciation sur les 10 jours passés de la campagne électorale. Je crois que c'est le 10e jour aujourd'hui. Oui, les 10 jours. Alors, quelle appréciation vous faites sur la campagne de la majorité, la campagne de l'opposition, votre propre campagne? Bon, moi-même, il faut dire que j'ai choisi d'honorer ma région natale. J'ai choisi d'honorer ma ville natale, Sélibabi, ma région d'origine, le Guidimaka, en ouvrant ma campagne. Et naturellement, je ne peux pas faire une campagne carnavalesque comme le font les autres, avec les biens de l'État. Ah bon? Oui, avec les biens de l'État. Vous pensez que le président Mohamed Ould Abdelaziz, c'est de sa poche qu'il prend cet hélicoptère pour sillonner toute la Mauritanie? Je n'en sais rien. Non, je suis certain qu'il nous prouve que c'est de sa poche. Ça, c'est les biens de l'État. Tous ceux qui sont ces fonctionnaires, ces hauts fonctionnaires, qui louent des dizaines, des centaines de voitures Hilux à 40 000 ouguiya par jour, qui sillonnent toute la Mauritanie depuis 15 jours, vous pensez que ça vient de leur poche? C'est les biens de l'État. Ce carnavalisme-là. Moi, n'ayant pas, j'ai quand même fait mes visites de proximité. Et je ne voulais pas aller à Sélibabi, laisser les Guidibakanko de l'intérieur, des profondeurs. C'est ainsi que j'ai été dans tous les coins et petits recoins du Guidimaka. Et ça a été très dur, parce que c'est l'hivernage, les marigots sont remplis d'eau, les routes ne sont pas bitumées. Pendant 8 jours, j'étais coupé du monde. Donc, je ne peux pas tellement juger la campagne, sauf que, avec les WhatsApp vous quand pouvez même... juger jusqu'à présent quand même le comportement de la CENI. La CENI, ah oui. La CENI, je l'ai dit tout à l'heure, les Mauritaniens doivent ouvrir les yeux et regarder. La CENI, c'est la meilleure institution aujourd'hui de la Mauritanie. De toutes les institutions de la Mauritanie, c'est elle seule qui est arc-en-ciel. Et ça, c'est méritoire. La CENI est la seule institution nationale arc-en-ciel. Toutes les communautés mauritaniennes se retrouvent là-bas. Ça, c'est ce qui manquait aux institutions mauritaniennes. Mais mieux que la couleur, nous voulons des actes, du concret. Mais ils sont en train de faire du concret, parce que avec le laps de temps qu'ils ont eu pour démarrer leur machine, pour décoller, et voilà, jusqu'à présent, le tout se passe correctement. Normalement, ils méritent des félicitations, parce qu'ils ont pris le train très en retard. Et c'était une gageure, il n'était pas dit qu'ils allaient pouvoir respecter les délais. Et jusqu'à présent, il n'y a aucun couac. Tout se passe correctement, tout se passe normalement. Donc cette CENI-là, elle est méritoire. Et ceux qui l'ont critiqué il y a un moment, c'est parce que simplement, ils voulaient se servir, ils pensaient que la CENI est un gâteau, qu'il fallait venir prendre également sa part. Et ce n'est pas ça. Il fallait alors qu'ils acceptent de venir au dialogue depuis le début. Très bien. Moi, de tout votre programme, je souhaiterais avoir une proposition phare, une proposition qui vous tient à cœur. La proposition phare qui me tient à cœur, oui. Et je ne risque pas d'être démenti, oui. Et les Mauritaniens en ont besoin. J'ai mon premier vice-président, Dr Brahim Tagri, qui est là à côté de moi, qui me l'a suggéré, et qui est le nerf de sa campagne, c'est la couverture universelle. Pour tous les Mauritaniens. Tous les soins seront gratuits.
Couverture universelle. La couverture universelle maladie. Donc je peux noter dans mon calepin, si le président Balas est élu député, il va proposer cela Tous les... Bien sûr, et je me battrai, je ne proposerai pas seulement, je me battrai. C'est noté. Je me battrai pour qu'il y ait une couverture universelle, parce que les richesses que nous avons, l'immensité de richesses que nous avons, ça peut bien couvrir les ordonnances, les traitements, les évacuations, les consultations de ces Mauritaniens-là. Et ce n'est pas tout. Seconde Il y a, toujours dans le le cadre de la santé, oui. Toujours dans le cadre de la santé, nos pauvres femmes, qu'est-ce qui les décime aujourd'hui? C'est le cancer du sein, c'est le cancer de l'utérus. Lui, il a des propositions concrètes pour que ça ne serve, ça n'empêche plus aux femmes de dormir. Ça, c'est sur le plan de la santé. Oui. Sur le plan de l'éducation sera gratuite. Comment ça? Du CP1, parce que nous avons les moyens de payer l'éducation de nos enfants, de payer le matériel, de payer les cartables, de payer les bics, d'augmenter le salaire des enseignants. Cette richesse qu'on est en train de dilapider, les biens de la Mauritanie, cette gabégie, la gabégie, on l'a bien prononcé qu'on va lutter contre la gabégie, mais la gabégie continue. Vous dites bien dilapider. Dilapider les biens de la Mauritanie. Avec ce que nous avons comme richesse, on aurait pu payer, assurer l'enseignement gratuit depuis le CP1 jusqu'à l'université de tous les étudiants mauritaniens. Très bien. Avec un internat. Merci. Avec un internat. L'internat, son importance, c'est que tous ces enfants mauritaniens, blancs comme noirs, seront ensemble sur les mêmes bancs, seront ensemble dans le même réfectoire. Ils vont dormir ensemble. Ils vont jouer ensemble sur le même terrain de football. Ils vont se partager les us et coutumes. Et troisième proposition phare, si vous le permettez. Troisième proposition phare, c'est vraiment permettre à l'ensemble de la jeunesse mauritanienne, l'ensemble de ces femmes qui sont courageuses, allez-y au marché de la capitale, voyez les femmes, allez-y dans les quartiers du 5e, 6e, voyez ces femmes qui sont en train de faire leur indigo, ces femmes qui sont en train de faire leur atelier de couture. Il suffisait que l'État organise un programme sérieux pour faire travailler toute cette jeunesse et toutes ces femmes. Comment ça? Mais parce qu'on a les moyens de le faire et parce qu'on a la possibilité. Aujourd'hui, les biens de la Mauritanie sont accaparés par une infime petite partie et la grande partie est en train là de souffrir. Il faut remettre ces biens de la Mauritanie à la disposition de toute la population mauritanienne, principalement à sa jeunesse, principalement aux femmes. Parce que les femmes et la jeunesse, c'est le nerf de la guerre, c'est la force du peuple, c'est l'avenir du peuple. Et sur le plan international, est-ce que vous avez des propositions? Sur le plan international, oui. La Mauritanie déjà étant entrée d'union entre le monde noir et le monde arabe, ça c'est déjà un atout. Quand je vois des financements des pays arabes survoler la Mauritanie pour aller tomber au Sénégal ou dans d'autres pays au centre de l'Afrique, c'est que la diplomatie mauritanienne a échoué. Donc vous considérez que... La Mauritanie, tout devait passer par la Mauritanie, aussi bien ce qui vient du nord pour aller au sud, du sud pour aller au nord. La Mauritanie devait être sincèrement le pont. Donc le président Balas considère que la diplomatie mauritanienne a échoué. Même si elle n'a pas échoué, elle n'a pas atteint l'objectif qu'elle aurait pu atteindre, la diplomatie mauritanienne. Et surtout quand on sait que la diplomatie mauritanienne, à l'extérieur, ses relations ne sont pas bonnes avec sa diaspora. Les Mauritaniens à l'extérieur, ils ne savent pas qu'ils ont des ambassades. Ils viennent devant les portes des ambassades sont fermées. Quelquefois, ils sont sous la pluie devant les portes des ambassades. Ils ne parviennent pas à rentrer pour renouveler pour avoir leur visa, pour renouveler leurs papiers, les étudiants pour avoir leur bourse. Je le dis tout haut parce que je le connais et c'est la vérité. Les ambassades mauritaniennes sont déconnectées des populations mauritaniennes, de la diaspora mauritanienne à l'extérieur, naturellement, comme je dis la diaspora. Alors que ce n'est pas la même chose qu'on voit avec les autres pays qui ont développé, dont la politique étrangère est axée sur le renforcement des liens avec leur diaspora. Très bien, vous avez dit, M. Balas, que vous allez jouer le rôle de centre, ni à gauche,
ni à droite, Oui. ni majorité, ni opposition. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire pour d'abord attirer avec vous d'autres partis et pour être acceptable des deux partis? Parce que pour être arbitre entre la majorité et l'opposition, il faudra d'abord, comme préalable, avoir de bonnes relations avec les deux. Je suppose. Oui, oui, tout à fait. Pour jouer un rôle d'intermédiation Tout à fait. politique. Quand j'ai décidé d'être au centre, je me suis dit qu'il faut, quand on fait l'arbitre, on ne doit pas également être parti. C'est ainsi que la majorité, je n'ai pas une animosité avec la majorité. La preuve, dans la commission de suivi au dialogue, la commission de suivi, elle est composée de présidents de la majorité et de présidents de l'opposition. L'opposition dialoguiste, l'opposition responsable. Selon, c'est le qualificatif que le président Mohamed El Abdelaziz a donné lui-même, l'opposition responsable. Mais l'ambiance qui existe entre nous dans les salles, dans les réunions, au palais des congrès ou à la primature, c'est une ambiance bon enfant, correcte, ça passe très bien. L'opposition même radicale, sans nommer tel ou tel, j'ai des relations. Oui, je suis obligé de vous interrompre. Oui. Quand vous dites opposition radicale, opposition, est-ce que c'est pas une diabolisation un peu? Non, c'est pas une diabolisation. Les mots ont leur sens. Radical, c'est quelqu'un qui est intransigeant, qui a une position fixe, qui refuse de la négocier, qui refuse d'avancer ou de reculer, qui a une position fixe. C'est exactement ce qu'une partie de notre opposition a. Mais je suis désolé, ça dépend sous quel angle vous regardez. Si vous regardez à partir de la majorité, vous allez considérer qu'ils sont radicaux. Mais si vous regardez de l'autre côté, de l'autre angle, vous allez voir que c'est l'opposition. C'est peut-être les autres qui ont changé de position pour des raisons qu'on peut comprendre, pour des raisons qu'on peut expliquer. Mais je trouve que quand on dit radical, c'est un peu... C'est un terme que je n'ai pas inventé, que je n'ai pas créé. Nous savons qu'en Mauritanie, on parle d'opposition radicale, on parle d'opposition responsable, on parle d'opposition démocratique. Ou bien, comment un autre qualificatif, l'opposition, une opposition qui est là à l'Assemblée nationale, mais qui ne fait pas partie de ce groupe d'opposition radicale, qui n'est pas du FNDU par exemple, qui n'est pas du G8. Il y a des partis de l'opposition qui ne sont pas du tout du FNDU, qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Vous savez très bien. Donc, ces appellations, ce n'est pas moi qui les ai inventées. Vous êtes journaliste, vous les voyez tous les jours, donc allez-y demander à ceux qui les ont créés. Moi, je ne fais que répéter. Nous avons un peu copié la 5e République, vous le savez très bien. Oui. Il y a la majorité, il y a l'opposition, il y a le centre. Oui. Opposition, c'est opposition. Oui. Oui, mais non, mais en Mauritanie, c'est ça la particularité de la Mauritanie. Ce n'est pas opposition, n'est pas opposition. Parce que nous avons une opposition qui dépend de l'institution de l'opposition. Nous avons une opposition qui n'est pas à l'Assemblée, qu'on peut appeler opposition radicale. Et nous avons une opposition qui a accepté d'aller au dialogue. Tout ça, c'est des nuances, c'est différent. C'est des comportements politiques, c'est des discours différents, c'est des comportements différents. Donc, ce n'est pas la même chose qu'en France ou dans d'autres pays où seulement on a une opposition, une majorité et un centre. C'est la particularité mauritanienne. Et vous, vous êtes centre droit ou centre gauche? Non, je suis du centre. Du centre. Je suis du centre. Ben voilà, Monsieur le Président, Je suis du centre. il nous reste juste le temps pour que vous concluiez. Oui. Vous vous adressez directement aux Mauritaniens. Votre dernier mot, si vous le voulez bien. Bon, en tout cas, ce que je dirais aux Mauritaniens, c'est que avant les élections, ils ont fustigé, ils ont dénoncé tous les manquements des hommes politiques mauritaniens. Ils les ont fustigés. Et je leur demande de toujours continuer à garder la raison pour choisir les candidats, qu'ils essaient quand même de véritablement voir ces candidats-là, leur patriotisme, leur sincérité, leur honnêteté politique, leur honnêteté intellectuelle. Et également, surtout qu'ils leur demandent qu'est-ce qu'ils ont fait pour la Mauritanie. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour amener la paix en Mauritanie? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour régler les problèmes des Mauritaniens? Les Mauritaniens ont l'obligation de se poser ces questions avant de choisir.
ceux qui seront à l'Assemblée nationale pendant 5 ans encore, ceux qui seront chargés de régler leurs problèmes, de soigner leurs maladies. Sinon, ils n'auront absolument rien à dire. S'ils font des mauvais choix, ils seront responsables de tout ce qui arrivera encore durant ces 5 prochaines années. En tout cas, je souhaite bonne chance à tout le monde, à toutes les parties qui compétissent, au peuple mauritanien, que les élections soient transparentes, qu'elles soient apaisées. Pourquoi vous avez des doutes? Non, parce que toutes les élections peuvent être entachées. Toutes les élections, les dernières élections qu'on est en train de vivre aujourd'hui en Afrique, au Zimbabwe ou au Mali ou partout, on voit des gens qui sont, et d'ailleurs des heurts, des contestations. Donc ça, c'est devenu habituel, surtout en Afrique. Hein? Je souhaite qu'en Mauritanie, qu'après la proclamation des résultats, que les Mauritaniens se retrouvent tous en frères, en amis, et puis que ceux qui ont été choisis, qu'on leur donne toute la latitude, toute la responsabilité de gérer convenablement leur mandat pour que la Mauritanie émerge enfin, qu'elle sorte de cette situation. Bien, il ne me reste qu'à remercier le président Balas pour cet entretien. وإلى لقاء جديد يتجدد الأمل وإلى موعد جديد. محمد أحمد، السلام عليكم. Merci. Merci beaucoup.